Hey, salut les planteurs! J'espère que vous avez la forme et nous voici dans un nouveau petit hors-série qui, je pense, va vous intéresser. Quelle est, selon vous, la plante la plus rare du monde? Ouais, difficile à dire, hein. Beaucoup avancent que ce serait le phallus de Titan. Ouais, ce gros arôme qui a fleuri à Nancy par exemple, cette année. Ou bien la Rafflesia arnoldi. Une plante parasite non chlorophylienne et de surcroît une des plus grosses fleurs du monde. Une belle chelouterie botanique de base, en plus d'avoir aspiré un Pokémon, voire deux. Mais on la voit partout dans toutes les vidéos sur le sujet, donc je ne vais pas en parler ici. Même si paradoxalement je viens de le faire. Ah. Du coup aujourd'hui nous allons parler de ces plantes très rares, ou qui sont devenues très rares pour différentes raisons. Mais que l'on peut quand même obtenir moyennement tarif et de façon légale, bien évidemment. Et aujourd'hui, je vais demander de l'aide à mon explorateur en mission spéciale. Voici Jean. Joli bronzage. Merci. Tiens, voilà tes billets d'avion direction la Floride. Ah, la Thaïlande. Ah non, merde. Et tiens, prends ça aussi, c'est un transplantoir de survie qui contient un téléphone satellite pour rester en contact. C'est beau la technologie. Allez, bon vol. Par contre, tout est réglé, c'est bon? Ouais, je peux y aller? Oui, tu peux, oui. Bon, j'y vais maintenant, on attend le générique. Non, vas-y, sinon les gens, ils vont quitter la vidéo avec nos conneries. Bon allez, c'est parti, générique. Ouais, allô? Ouais, il y a des parasites, il doit pas être arrivé encore. Bon, pour cette première plante, nous allons parler d'une orchidée. Une orchidée un peu spéciale, comme toutes les orchidées en fait. Et celle-ci, en plus de bien porter son nom, ouais, l'orchidée de Ghost, ouais, on voit les similitudes avec le fantôme. Hein. Fantomas dans mon slip. Mais en plus, elle a la particularité d'être presque indétectable dans la nature. Ouais, non, elle ne possède pas de feuilles, juste des racines avec lesquelles elle se cramponne aux arbres et qui font aussi de la photosynthèse. Comme d'autres orchidées dites aériennes comme les Phalaenopsis ou les Vandas. Découverte à Cuba en 1844 par Jean-Jules Leyden, un botaniste belge et luxembourgeois avec une dégaine bien badass, puis redécouverte bien plus tard dans les Everglades de Floride. Déjà très rare à la base, elle est menacée en raison de la perte de son habitat, urbanisation, pollution, etc. Bon, hâte de voir ce qui va nous ramener. C'est vraiment light, le cocktail des averses, le connaît bien pas à foutre. Le chef. Des jolis petits culs au Floride. Ouais, Ortus? Ouais, ça se passe nickel, ouais. On est en direct là? Ouais, en pleine recherche, ça bosse, hein. Ah ouais, ça bosse de ouf. Ouais, je crois que j'ai trouvé d'ailleurs. Je te rappelle un peu plus tard, ça marche? Évidemment, elle est protégée par la Convention de Washington. Et malgré sa rareté dans son milieu naturel, on la retrouve assez souvent même chez les collectionneurs et proposée à la vente. Bon, me demandez pas comment, mais il doit y avoir un moyen de la multiplier, en in vitro j'imagine, ils font souvent ça pour les orchidées, et elle est réputée pas évidente à maintenir dans de bonnes conditions. Après, pour les orchidées, il y en a beaucoup qui sont dans le même cas finalement, comme d'autres genres qu'on appelle Ghost Orchid, mais qui sont quand même bien différentes sur d'autres points. Allez, on passe à la prochaine. Ouais, allô ma poule? Ouais, je te reçois mal encore. Ah, l'Australie, cette terre lointaine où toutes les espèces vivantes là-bas veulent ta peau. Tu vas dans l'océan, c'est pété de requins.
Tu vas dans la forêt, tu te fais piquer par des plantes qui te poussent à ce qui paraît au suicide. Et tu vas dans les déserts et des serpents qui te butent en 15 minutes. Et même en ville, tu peux trouver des espèces d'araignées bien dégueulasses. Bref, un continent à éviter. Désert australien. Quelle chaleur. Où en est ma situation géographique? Je suis à peu près par là. Je suis pas trop mal. Il me reste encore de la route à parcourir. Oh, un serpent à couleur. Oh putain! Et c'est dans des gorges qu'on va retrouver notre prochain sujet. Eh oui, se cachait bien le coquinou. Voici le pin de Wollemi, ou Wollemia nobilis, un conifère de la famille des Araucariacées. Même s'il fait ses 40 mètres de hauteur dans la nature, il a réussi à passer sous les radars jusqu'en 94 et n'a été décrit qu'en 95. Et certains sujets auraient plus de 1000 ans. C'est un peu un fossile vivant, comme on dit. Mais l'histoire de sa découverte est plutôt sympa, attendez. En 94, David Noble, un garde forestier, décide de se taper une petite balade dans le parc naturel de Wollemi. Il s'aventure dans un canyon et tombe sur un arbre qu'il n'avait jamais vu auparavant. Il se dit, naturellement, tiens, ça c'est chelou. Alors il prélève un fragment et ramène à Sydney. Et là, on se fout bien de sa gueule. Tout le monde pense que c'est un échantillon de fougère qu'il a ramené. Mais il dit non. La plante fait 40 mètres de haut et tout, et là, on se fout encore plus de sa gueule. Mais il décide quand même de monter une petite expédition avec 2 botanistes pour aller voir un peu ce qu'il en est. Et une fois sur place, les mecs Non, je déconne, ils sont choqués. Le mec avait raison. La découverte d'une essence inconnue et très localisée, le rêve de tout botaniste quoi. D'abord classé vite fait comme un pin, il fut ensuite reclassé dans la famille des Araucaria. Et la zone précise d'où il se trouve est gardée secrète. Car il y a peu de sujets et si des aventuriers amateurs y accèdent, ils ont peur qu'ils amènent avec eux des agents pathogènes, genre un phytophthora ou une saloperie comme ça. Et ce serait vraiment pas ouf. Tiens d'ailleurs, il en est où Jean? Bonjour, mademoiselle. Je vais chercher une spécialité de votre pays. Le pain de Wollemi. Merci, madame. Est-ce que vous prenez le titre restaurant? En Hortus? Oui, j'ai trouvé. La mission est terminée. J'ai trouvé ton pain de Wollemi. Impeccable, hors entre bercailles. Bon, ok. Mais depuis, on arrive à le multiplier et on peut le retrouver à la vente. Bon, assez rarement, mais ça arrive quand même. Et on retrouve aussi quelques beaux sujets en culture, notamment à Nice, au parc Phoenix, à Terra Botanica, à Paris, au Jardin des Plantes, mais aussi à Montréal, par exemple. Et finalement, les botanistes ont quand même été sympas avec David, hein. Nobilis, Noble. Ah, c'est en son honneur. C'est la classe, hein. Nous partons cette fois-ci en Afrique du Sud, à la rencontre d'une des plantes les plus rares, mais aussi des plus seules du monde. L'Encéphalartos woody est de la famille des Amiacées et est endémique de la forêt d'Ongoy. Ce grand cycas, qui peut mesurer jusqu'à 6 mètres de hauteur, fut découvert en 1895 par John Medley Wood, conservateur du jardin botanique de Durban. Il ne trouve que 4 spécimens isolés et en fait déplacer 2 d'entre eux au jardin botanique de Durban pour y être étudiés. Entre-temps, un des 2 spécimens restants fut saccagé. Et le dernier fut déplacé à Pretoria où il survécut jusqu'en 1964. Bon, vous allez me dire, c'est moche ce qui lui arrive à ce pauvre cycad Wood. Woody, en référence à John. Mais il reste 2 individus, ça devrait bien se passer, non? Alors, non. Car malgré les nombreuses expéditions qui ont été menées pour retrouver d'autres spécimens, on n'en a pas trouvé. Après quelques jours dans la forêt tropicale africaine,
Oh putain, les Watchaki, vous êtes cons, on a encore fait flipper. Et de plus, le cycadwood est dioïque, et il n'existe plus que des spécimens mâles. Eh oui, l'espèce est donc disparue à l'état sauvage. Malgré le fait qu'à l'heure actuelle, il y aurait plus de 500 exemplaires dans les jardins botaniques du monde entier. Mais que des messieurs, vu que ce sont des plantes issues de rejets. Donc, ça sent pas très bon pour lui. Oh merde! Oh, c'est con ça! Mais il y a quand même des espoirs pour éviter sa disparition totale. Certaines espèces d'Encéphalartos sont connues pour, dans de rares cas, changer spontanément de sexe. Mais ce mécanisme n'est pas encore très bien compris. Et, plus prometteur, la piste génétique. Coucou, j'ai une idée. Et oui, l'Encéphalartos woody s'hybride très bien avec les femelles Encéphalartos nataliensis, une espèce assez proche de celui-ci. Et au bout de 5 croisements, on atteint sur les semis un patrimoine génétique proche de 97% de l'Encéphalartos woody. Pas mal, non? Cependant, le souci, c'est que les sujets sont matures vers l'âge de 15 ans. Il faudrait presque 100 ans pour recréer des sujets presque purs. Ok. Pour celui-là, les sujets de Woody sont strictement réservés au jardin botanique. Mais on peut trouver sur le net des graines de Woody X nataliensis, si vous voulez tenter l'expérience du semis. On enchaîne avec la suivante. On continue notre petit tour du monde des plantes rares, direction l'Argentine. Et juste à la frontière avec la Bolivie. Ce qui va être un souci, vous verrez. Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, qu'ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature, Dolores. Et on va parler, comme promis, d'un cactus. Ouh, un tout petit cactus n'excédant pas ses 3 cm de diamètre, de forme sphérique, formant de jolies fleurs rosées et possédant une grosse racine de stockage. Le genre monospécifique Yavia cryptocarpa a été découvert pour la première fois en 86 par Roberto Quisling, un botaniste argentin spécialisé dans les cactés, puis redécouvert en l'an 2000 car les sujets précédents avaient été perdus. Ça c'est con! Et c'est avec le botaniste allemand Jörg Pilz, qui nous a d'ailleurs quitté le 23 avril dernier, que Roberto le décrivit pour la première fois en 2001. Puis des sujets greffés seront proposés à la vente en 2002. Je me rappelle, en 2012, j'avais réussi à me procurer 3 graines à 8 $ la graine. Quand même, ils avaient levé les 3 en plus. Mais ils ont fini bouffés par les araignées rouges au bout de 2 ans. Franchement, je vous avoue, j'ai pleuré. Ouais, j'étais triste, hein. Mais bon, aujourd'hui, on le retrouve encore assez facilement à la vente, à tant soit peu qu'on sache où chercher, et si on veut bien y mettre le prix aussi. Ce qui n'est pas du tout le cas dans la nature, par contre. Car déjà, il n'y a qu'un seul site connu, à 3700 mètres d'altitude, à la frontière entre le département de Yavi en Argentine et la Huayca de Bolivie. En plus de vivre une bonne partie de l'année quasiment enterré, et oui, il se cache bien le bourg. Eh bien, le seul site connu s'avère être un des coins préférés pour les cartels et les douaniers bien ripoux pour faire passer la drogue. Hola, ¿qué tal? Ramos, ¿dónde está la cocaína? Sí, señor. Muy bien. Fils! Ouais, t'en es où dans Yavia là? Bien. Voilà. Ouais. C'est bon. J'ai trouvé. Ok, bah on va passer à la prochaine destination alors. Ok, ça marche. Donc vous imaginez bien qu'une balle perdue est vite arrivée si on se trouve au mauvais endroit au mauvais moment. Après, il n'est pas exclu que de potentiels autres sites existent, mais pour le moment en tout cas, on les a pas trouvés. Cap sur le Pacifique pour notre dernière plante. Et plus précisément sur l'archipel d'Hawaï. Et encore plus précisément sur l'île de Kauai et Niue, dont l'une d'elles a été le lieu de tournage d'un des meilleurs films du monde, Jurassic Park. Attention, dino danger, il a déjà mangé la chèvre, maintenant il veut t'attraper.
Et c'est ici que pousse le Brigamia insignis, aussi appelé palmier de Hawaï à cause de sa forme. Mais ce n'est pas du tout un palmier en vrai. Décrit en 1867 par Asa Gray, un botaniste américain, il fait partie de la famille des Campanulacées. Donc il est plus proche de ça que de ça. Et de ce fait, sa tige qui fait environ 2 mètres, contient du latex. Il ne vit qu'à partir de 500 mètres d'altitude dans les forêts sèches ou sur les falaises de l'île, qui ne reçoivent justement que très peu de précipitations. Environ 170 mm par an, ce qui est peu, ce qui est très peu. Genre en France, on tourne autour de 500 et 2000 mm par an. Mais bon, ce n'est pas un problème, il est très bien adapté à son milieu. Putain, ça gère. Putain, on est battu. Et là, il y a du soleil. Oh putain. Yo vache, comment c'est mon gâté? Ouais, t'es bien arrivé sur Hawaï du coup? Ouais, tranquille, ça repart mon copain. Là ouais, il est en train de surfer, de découvrir un petit peu le littoral, je pense que je suis pas loin de la trouvaille là. Je te rappelle ma couille. Allez, il y a du swell un petit peu, je t'entends mal. Oh putain, un rocher. C'est quoi ça? Oh putain, un requin boulodog, qu'est-ce qu'il fout là l'enculé? Oh putain! Oh putain! Le fait qu'il soit devenu extrêmement rare, voire en voie d'extinction dans son milieu naturel, car on recense au maximum 65 spécimens. Et tout ça, c'est à cause de sa pollinisation particulière. Et oui, ces jolies fleurs jaunes, qui ne s'ouvrent que la nuit, peuvent être pollinisées uniquement par une espèce de papillon bien spécifique. Un papillon de type sphinx qui a disparu de l'île, rendant leur reproduction impossible. Mais la pollinisation artificielle fonctionne très bien, et le semis est lui aussi très facile. Ce qui permet déjà de sauvegarder l'espèce, mais en plus de les retrouver très souvent en jardinerie à des prix relativement bas. Bon, ils ne sont pas évidents à conserver certes, entre autres à cause des araignées rouges auxquelles ils sont très sensibles. Mais ça vous permet d'avoir une petite rareté à la maison et de raconter son histoire à vos convives. Et voilà les planteurs, c'était les 5 histoires des plantes les plus rares du monde. Bon, il y en a d'autres aussi bien sûr. Rares et parfois même presque disparues. Ou des plantes inaccessibles géographiquement ou humainement. Hola, ¿qué tal? Ah bah te v'là. T'as trouvé quoi du coup? Oh merde! Ouais, c'est déjà ça. Mais comment t'es passé à la douane avec la coco en fait? Bref, les planteurs, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vais pas vous refaire le baratin, abonnement, pouce bleu si vous avez aimé, cloche et tout ça, je pense que vous connaissez. En tout cas, j'espère que cet épisode hors série vous aura plu et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures horticoles. Et en attendant, n'oubliez jamais de cultiver et de vous cultiver. À la prochaine les planteurs, tchuss!